Guillaume Boudreau avec Groupe Consultant Le Portage, une firme experte conseil en projets structurants et en projets entrepreneuriaux. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour cette saison de balado. Steve Johnston, entrepreneur en série. J'ai fondé une firme d'optimisation numérique pour les autres entrepreneurs pour les aider. Je suis actif sur les réseaux sociaux avec une infolette, YouTube et autres, et j'optimise l'entreprise depuis une dizaine d'années. Et je participais à ce podcast avec mes collègues et très heureux de le faire. Michael Charette, avocat en immigration d'affaires depuis plus de 20 ans, président de Well-Funded Enterprise, un courtier en revente d'entreprises. On a un portfolio d'entreprises pour la revente et puis on fait du conseil au niveau du reprenariat au Québec et à travers le monde. Michael, Steve, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Steve. Bonjour Michael aussi. Donc, pour mettre la table un peu, Michael, j'aimerais que tu nous parles un peu du contexte du reprenariat au Québec en ce moment, de manière générale. Le portrait a l'air de quoi? Oui. Le Québec va vivre dans les prochains 5 à 10 ans un phénomène incroyable qui est aussi mondial, où on a la génération des baby boomers qui ont lancé des entreprises au sommet de leur carrière, des gens de 55 ans et plus là, jusqu'à 85 ans, si on veut. Là. C'est le gap d'âge où est-ce que c'est un baby boomer allongé qui ont lancé des entreprises avec les années, qui se sont fait des salaires. Ces gens-là arrivent en fin de carrière et puis vont devoir transférer ces entreprises-là, donc ce qu'on appelle maintenant le reprenariat, à une nouvelle génération. Puis dans beaucoup, parce que notre économie s'est transformée avec les années, il y a beaucoup de ces entreprises-là qui n'ont pas nécessairement de repreneurs générationnels. Dans beaucoup de cas, ça existe puis c'est un modèle. Mais le reprenariat a 3 facettes finalement. Celui générationnel, celui qui est par les employés, donc la relève interne de l'entreprise, puis un repreneur externe, qui lui peut être, dans le cadre du Québec, local, donc des gens d'affaires de la communauté québécoise ou des repreneurs de l'étranger. Puis chez Well-Funded, c'est l'orientation qu'on a pris. On a décidé en collaboration avec mon passé d'avocat en immigration, d'aller chercher des repreneurs à l'étranger. Puis le gouvernement du Québec nous donne les outils pour le faire aussi. Depuis janvier 2024, on a vécu au Québec une grande réforme de l'immigration qu'on a vécu à 2 ou 3 reprises dans les 3 dernières décennies, où, d'une part, on fait de l'immigration qu'en français. Donc, les gens doivent parler français pour venir reprendre une entreprise au Québec, mais aussi des outils d'immigration d'affaires qui permettent à des gens d'affaires d'acheter une entreprise qui opère depuis plus de 5 ans, puis de venir l'opérer, puis à travers ça, de faire émigrer leur famille. Puis cette transformation-là, ce transfert d'entreprise-là, va être majeur. Je pense qu'on n'a jamais vécu au Québec un transfert d'entreprise qui est aussi important. Puis la problématique qu'on commence à voir, que le gouvernement du Québec a identifié, que la communauté d'affaires a identifié, c'est le fait qu'on n'a pas assez de repreneurs sur le terrain pour le faire. Donc, nous, on veut donner les outils soit à la communauté d'affaires pour reprendre, donc des acquisitions verticales ou horizontales. On pourra en parler plus en profondeur là, dans le courant de l'épisode, mais aussi dans une volonté d'optimiser la digitalisation, d'optimiser l'utilisation du IA, qui va permettre à des entrepreneurs qui ont le goût d'acquérir un certain nombre d'entreprises, de le faire de façon plus optimisée. Puis c'est là que l'expertise d'un gars comme Steve va rentrer en ligne de compte pour pouvoir permettre de faire plus d'acquisitions avec moins d'acquéreurs, parce que c'est la problématique qu'on va avoir. On revient au concept de base de l'économie, l'offre et la demande. Et puis, il va falloir optimiser ça avec les outils numériques qui existent aujourd'hui. Justement, parlons-en un peu de la place du numérique dans ce contexte-là, et puis le rôle qu'il joue aussi dans le contexte. Michael a commencé en nous expliquant le fait que, bon, les entreprises, une grande partie des entreprises qui vont être à transférer bientôt sont le fruit du travail de la génération des baby boomers qui ont parti des entreprises
dans plusieurs cas depuis plusieurs années, des entreprises qu'ils ont montées, qu'ils ont avancées et aujourd'hui qui devront être transférées. Steve, peux-tu nous parler un peu de quoi peut avoir l'air la transition numérique dans ce cas-là pour une entreprise qui peut avoir parfois 1, 2, même 3 décennies de vie, puis qui est apportée maintenant en 2025 à l'époque de la transition numérique à être transférée à un nouvel acheteur? Oui, puis j'aimerais commencer en disant que de ce nombre-là au Québec, il y a 50 000 entreprises qui, dans 5 à 10 ans, vont changer de main au total. Donc, déjà là, si on parle d'optimisation numérique et ses avantages, c'est qu'avec 50 000 entreprises qui changent, c'est un défi provincial, c'est un défi national, puis il va y avoir la compétition. Ceux qui vendent leur entreprise aujourd'hui ont probablement une très bonne valeur, mais il y en a certains qui ne sont pas prêts. Mais ceux qui vont vendre dans 5 ans, dans 10 ans, bien, le nombre va augmenter. Les baby boomers ne rajeunissent pas. Donc, à ce moment-là, au même moment, il va y avoir 4-5 entreprises dans le même secteur, peut-être même dans la même région, qui vont se compétitionner. Donc, le lien, entre autres, avec l'optimisation numérique, c'est que tu peux vraiment te différencier. Parce que lorsque les livres seront regardés, lorsque le côté légal sera regardé, mais si on revient au côté technologique, au niveau optimisation, opération, bien, comment est-ce que tu fais pour te différencier des autres? Puis, tu peux commencer déjà aujourd'hui en t'assurant que tu sois plus efficace, moins dépendant de tes employés clés, moins dépendant des fondateurs eux-mêmes qui ont bâti leur business sur plusieurs décennies, qui sont générés des salaires avec ça, oui, mais aussi, ils n'ont peut-être pas préparé la relève comme il faut, parce que le pourcentage de non-préparation de la relève est hyper élevé selon les stats. Donc ça, c'est assez important. Donc, au niveau technologique, oui, mais le but, c'est pas techno pour la techno, c'est vraiment techno pour aider à te différencier puis être prêt à faire le transfert. Puis, Michael pourra probablement élaborer là-dessus, mais les gens qui achètent les entreprises vont vouloir avoir un peu de techno, vont vouloir un peu d'optimisation, ils voudront pas du papier, ils voudront pas être dépendants de la personne à comptabilité qui fait encore les choses sur papier. Donc, il y a beaucoup d'avantages à l'optimisation numérique sans nécessairement aller dans le techno que les entreprises d'aujourd'hui doivent faire pour être prêts demain, après-demain, et surtout lorsqu'ils vont vendre leur entreprise. Donc, ce que je comprends un peu, c'est que, Michael parlait tantôt la bonne vieille expression de l'offre et la demande en affaires. Donc, dans ce cas-ci, il y a beaucoup d'offres d'entreprises qui vont être à vendre. Hein, puis, je rappelle que c'est 6 entreprises sur 10 qui vont vouloir être vendues au cours des 5 prochaines années. Ouais. Donc, c'est quand même assez important au niveau des PME. Donc, avec cette offre-là qui est extrêmement grande, bien, ça devient un différenciateur. Important d'avoir une bonne comment on dit? Numérisation. Numérisation d'entreprise. Merci beaucoup. Donc, Michael, quand vient le temps pour un repreneur de sélectionner une entreprise, il y a une diligence à faire, évidemment, trouver la valeur de l'entreprise, etc., etc. Est-ce que vous remarquez que, dans les décisions des repreneurs, une fois que l'évaluation de la valeur a été faite, est-ce que le niveau numérique ou la qualité de la numérisation de l'entreprise peut affecter un peu la valeur qu'on peut attribuer à cette entreprise-là? Oui, non, on tombe dans ce qui est l'intangible. On réalise beaucoup que la valeur qui est donnée au tangible, c'est une valeur comptable qui est assez facile à identifier et à comptabiliser. Les règles comptables viennent nous aider à ce niveau-là. Dans l'intangible, on réalise qu'il y a de plus en plus de valeur qui est donnée, par exemple, à vos followers sur Instagram, à la qualité de votre revue sur Google, à un site web qui fonctionne bien, une clientèle établie en ligne. On a une entreprise d'Ottawa qui s'appelle Shopify, qui est rendue mondiale, qui a mis en place un système pour beaucoup d'entreprises de commerce d'opérer de façon efficace. La valeur de tout ce qui est donné derrière, l'efficacité avec laquelle tous ces outils-là sont gérés, fait en sorte que la valeur de l'entreprise va augmenter ou diminuer. Puis ce qu'on réalise, nous, dans notre clientèle, c'est que ces gens-là de cette génération-là qui vont vendre dans les prochaines années n'ont pas fait ce travail-là nécessairement. Ils ont une liste de clients dans un tableau Excel, si on a un tableau Excel. Ils se sont présentés au bureau, au commerce tous les jours. Puis là, on réalise quand l'acheteur demande une liste de clients qu'ils n'ont même pas une liste de clients. Donc, on ne parle pas d'avoir un CRM sophistiqué, là.
on parle d'avoir une liste de clients. Donc, tous ces outils-là, s'ils sont préparés d'avance par le vendeur, ça va donner une valeur ajoutée à l'entreprise, c'est évident. Un repreneur veut arriver puis avoir le moins de perturbations à faire. Donc, c'est évident qu'un acheteur qui arrive où tout est bien organisé, c'est comme une maison. Si on vend une maison, là, il n'y a personne qui a vendu une maison sans prendre le temps de peinturer avant de faire venir l'acheteur. C'est la même chose. On vend une entreprise. Il faut prendre le temps de faire le ménage avant de laisser les acheteurs rentrer. Donc, on fait le ménage, on peinture, on retape un peu la galerie, s'assurer que ça soit solide, qu'on puisse bien marcher, bien entrer dans l'entreprise, dans la maison. Un peu plus loin. J'aimerais ajouter là-dessus, Guillaume, exactement, parce que quand tu regardes, moi, ce que je vois tous les jours avec mon entreprise, lorsqu'on rencontre les gens, c'est, je leur dis toujours, si tu veux faire une optimisation numérique, une transformation numérique, il faut qu'il y ait au moins 2 résultats concrets. C'est l'expérience client, puis t'assurer que tu as de l'intelligence d'affaires au final, soit à court, moyen, long terme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans le langage plus concret? C'est que l'expérience client, au lien de reprenariat, au lien avec la valeur de l'entreprise, c'est que si tu as une bonne expérience client, tu as une genre de communauté que tu as établie, soit officiellement, soit non officiellement. Puis les communautés, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui pour la valeur d'entreprise. Donc, Michael faisait référence aux followers, aux abonnés, ou les personnes qui te suivent, les personnes engagées. Ça a une valeur parce que lorsqu'on y va au niveau quantitatif, puis on dit 1 fois les ventes, 3 fois les ventes, 5 fois les ventes, bien, comment tu fais pour t'assurer que ces ventes-là arrivent? Bien, avec une communauté, il y a des grandes chances que ça arrive. La façon que tu entretiens la communauté. Fait que l'expérience client affecte, influence et ajoute à cette communauté-là, donc ajoute à la valeur intangible que Michael parle. Au niveau intelligence d'affaires, c'est que avec le côté numérique de la chose, de façon incrémentale, tu accumules beaucoup de données. Puis il faut accumuler des données de qualité avec les bons processus, les bons outils. Mais un coup, tu as cette donnée de qualité-là, et surtout avec l'IA aujourd'hui, tu peux facilement retirer, soutirer tout ce que tu peux avoir au niveau intelligence d'affaires de ton marché, de ton milieu, de tes opérations, de tes clients, savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Même des indices de sentiments par rapport à tes produits peuvent être générés par l'IA. Donc, c'est assez impressionnant ce que tu peux faire. Donc, ces 2 aspects-là, quand je rentre à quelque part, c'est ce que je cherche à faire. Dans le cas du reprenariat, ben, c'est la même chose. Donc, un acheteur potentiel ou des acheteurs potentiels vont voir ça. Oui, ils vont regarder la vérification diligente classique, légale, financière, marché potentiel. Et puis, j'ai nommé ces 2-là, mais aussi, pendant que tu fais cette transformation-là, ben, les employés s'améliorent aussi. Donc, les employés prennent de la valeur. Donc, dans les PME, c'est souvent 80% des dépenses. Puis tout ce qui est la puissance de l'entreprise est souvent dans, oui, les produits, mais les personnes qui sont derrière, les personnes qui font le support. Donc, tout ça élève la valeur de l'entreprise énormément. Donc, ces 2 aspects-là, juste ces 2-là, c'est une bonne chose pour augmenter la valeur, pour être prêt à vendre, soit localement ou internationalement. Merci, Michael. On va revenir à toi dans un petit instant. J'aimerais, parce que j'ai pris en note le concept de la boîte noire. J'aimerais que tu nous définisses un peu la boîte noire. Qu'est-ce que je devrais comprendre par le concept de la boîte noire très rapidement? Et surtout, dans le cadre d'une transition, c'est quoi les éléments qu'on devrait vérifier pour s'assurer justement de ne pas acheter une boîte noire qui n'est pas scalable, en fait? Je vais parler pour moi, puis je vais passer la parole à Michael tout de suite après, mais dans mon cas, c'est bon, pour faire suite à comment j'ai terminé, c'est les employés, à quel niveau de compétences numériques ils ont. Puis on ne cherche pas à avoir tous des ingénieurs ou des programmeurs, on parle des gens qui sont capables de bien manipuler les outils technologiques qui sont là, savoir comment aller générer des mini tableaux de bord, générer des chiffriers à l'intérieur du logiciel, bien évidemment, pour avoir l'information, puis générer des petits tableaux pour savoir ce qui se passe. Puis une analogie que j'aime bien, qui en fait rejoint celle de la boîte noire, c'est que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais quelqu'un m'a dit cette analogie-là. Il dit, quand tu gères une business en tant qu'entrepreneur, et c'est comme si tu étais assis sur le banc arrière d'une voiture, tu regardes en arrière de toi et tu dis au chauffeur où aller. Donc, tu regardes le passé pour essayer de prédire l'avenir. Mais si tu augmentes ton intelligence d'affaires de par tes données, de par des bons employés, ben, tu commences peut-être à avoir un peu à cause où la personne en avant dit un peu des trucs de ce qui se passe. Donc, tu vas mieux gérer. Donc, ta vision, si on regarde la vision de vérifier ton entreprise à tous les 3 mois,
Puis l'entreprise, à tous les 3 mois, on va regarder, mais c'est comme ça va très loin en arrière. Le plus rapidement que tu as un tableau de bord qui est en direct, ou de quelques jours ou quelques heures, bien, le plus près tu vois les murs quand tu cherches à dicter où aller avec la voiture. Si on conduit de l'analogie. Donc, au niveau boîte noire, au retour, ben, il y a les compétences internes de la personne, puis les outils en place, la qualité des données qui est en place, si on reste dans le numérique pour ma part, puis s'assurer que c'est quoi le roadmap, c'est quoi la feuille de route qui s'en vient. Parce qu'on ne transforme pas une entreprise d'un coup, un projet, puis c'est terminé. C'est une feuille de route. Les outils avancent. L'IA est un bon exemple. En 2-3 ans, ça a parti en flèche. Donc, il y a beaucoup de choses à suivre, mais quelles sont les prochaines étapes? Puis une entreprise qui veut tout faire d'un coup est assurée de faire l'échec de sa transformation numérique en premier lieu. Donc, cette boîte noire-là, on peut la décortiquer au niveau optimisation numérique, à mon avis, de cette façon-là. Et il y en a d'autres, mais je vais laisser la place à Michael pour l'autre partie de... Justement, transitionnons vers Michael, toujours. Steve, tu as dit tu as parlé de map, roadmap ou bon, tu parlais de processus. Michael, ça a l'air de quoi? Si on sort du numérique puis qu'on regarde de façon un peu plus globale, ça a l'air de quoi les étapes, les démarches pour une transition, un peu du côté de l'acheteur, puis un peu aussi du côté du vendeur? Du côté de l'acheteur, si on regarde au niveau des clients qui viennent de l'étranger, ce que Steve expliquait, cette espèce de feuille de route-là, ces données-là, on va en parler plus en profondeur dans le courant de divers épisodes, mais un repreneur international qui arrive au Québec a des défis, par exemple, liés à la culture d'affaires, liés à ce changement-là d'arriver dans une nouvelle économie, d'arriver dans un nouveau milieu. Donc, il y a des variables qui sont additionnelles. Donc, plus on est organisé d'avance en termes de contrôle des données, de mise en place d'outils, plus ça va être facile pour notre repreneur étranger d'embarquer puis d'optimiser, par exemple, là où les vraies forces devraient être optimisées. Développer des nouveaux marchés internationaux pour l'exportation, par exemple. Si on a une entreprise manufacturière au Canada, au Québec, qui a la capacité d'exporter, mais qui avait seulement un marché avec les États-Unis, on en parle beaucoup présentement, les entreprises québécoises étaient très concentrées vers une exportation vers les États-Unis. La volonté du gouvernement fédéral, du gouvernement québécois, puis de la société, les gens d'affaires actuellement, c'est de dire qu'il faut regarder vers d'autres marchés. Comment on fait ça? En vendant des entreprises à des gens de nouveaux marchés, comme par exemple l'Afrique, qui est un marché émergent au niveau des populations, l'Europe, qui est un énorme marché pour le Canada. Si on regarde à ces marchés-là, puis qu'on intègre des nouveaux repreneurs à travers des entreprises qui sont déjà bien établies, on va augmenter la part, le développement économique va être encore plus important. Donc ça, c'était important. Là, je voulais prendre ce moment-là pour expliquer ça en fonction de ce que Steve expliquait. En termes d'étapes de comment on fonctionne chez nous, d'une part, on a développé un portefeuille d'entreprises. Encore là, je reviens avec mon analogie des maisons. Comme un courtier immobilier, on est des courtiers en revente d'entreprises. On a fait, nous, un certain nombre de vérifications diligentes sur chacune des entreprises qu'on présente. C'est un portefeuille qui est confidentiel. Ce qu'on a réalisé pour les vendeurs, c'est important qu'on ne divulgue pas de façon générale le fait que l'entreprise est à vendre. Il y a encore des stigmas à vendre son entreprise. Peur les employés vont penser que ça va pas bien. Ou peur que je vais être obligé de divulguer des chiffres, par exemple, que j'ai pas nécessairement bien préparés, etc. Donc, ou même la clientèle. Peur que la clientèle ou les fournisseurs aient l'impression qu'il y a un problème. C'est un stigma qu'on doit combattre. Donc, on espère qu'on va pouvoir faciliter ça. Dans l'attente de détruire ce stigma-là que vendre une entreprise est nécessairement mauvais, tout le contraire. Une belle entreprise bien vendue avec la bonne valeur est un succès. Puis ça, au Québec, on n'a pas, en fonction de l'expérience qu'on a chez Well Funded, on réalise que les Québécois n'ont pas nécessairement cette vision-là de la vente d'entreprise. Donc ça, c'est important. Vérification diligente faite par nos équipes, portefeuille. Donc, quand on rencontre des acheteurs étrangers, des investisseurs étrangers, on leur présente ça comme première étape. Deuxième étape, quand ils ont sélectionné une entreprise qu'ils aiment, on va signer avec le vendeur une entente, un offre d'achat. Donc, on va aller en fonction du prix établi, un offre d'achat qui va normalement avoir une période de 30 à 60 jours où l'acheteur a la capacité de faire sa vérification diligente.
Souvent, ils vont venir au Québec, surtout s'ils sont à l'étranger. C'est important de le mentionner. On avait la volonté de faire du reprenariat sur le territoire québécois, mais dans une perspective de 2 ou 3 ans. On réalise que ça s'accélère. On a eu des entreprises qu'on avait listées sur notre portefeuille qui nous ont dit « Moi, j'ai un client qui serait peut-être intéressé à m'acheter. Pouvez-vous nous aider à faciliter la vente? » Donc, on commence à avoir ce genre de situation-là qui se présente à nous. Donc, on est extrêmement content de ça parce que ça va garder nos entreprises actives au niveau québécois, puis aussi créer des synergies entre diverses industries. Donc, des acquisitions soit verticales ou horizontales, comme je disais un peu plus tôt. Et l'étape ultime, ben, c'est la vente de l'entreprise elle-même. Donc, si tous les critères qui ont été négociés sont bons, après la vérification des contrats en place, la situation financière et comptable, puis la situation digitale, comme on a mentionné, la vente se fait. Dans tous nos dossiers qui sont liés à l'immigration d'affaires, on a une collaboration avec Portage, qui est une entreprise locale ici à Gatineau, encore une fois, qui va accompagner les entreprises à découvrir des choses qui sont très importantes pour le développement économique d'une entreprise sur le territoire québécois. On parle de subventions, par exemple. On est dans une économie où le gouvernement est très actif au niveau des subventions. C'est pas naturel là, pour quelqu'un qui arrive du Maroc, par exemple, d'avoir le gouvernement aussi actif dans l'économie locale. Même chose pour les Français. Ils vont avoir besoin de notre soutien pour naviguer notre bureaucratie gouvernementale, que ce soit de faire des rapports d'impôts, que ce soit de trouver un comptable, que ce soit d'établir au niveau culturel la relation avec les employés, avec les fournisseurs, avec les clients. Donc, cet accompagnement-là va durer de 12 à 24 mois. Donc, c'est l'ensemble du processus où on essaye d'être actif dans l'ensemble du processus. On essaie d'avoir de plus en plus une participation aussi chez Well-Funded. Donc, on dit à l'acheteur, écoutez, nous, on veut faire partie de la transaction avec vous. On va soit vous aider au niveau du financement, c'est un élément clé du reprenariat. On va peut-être vouloir avoir une participation en équité. Donc, vous accompagner, puis on va faire partie de l'équation. Donc, vos profits seront nos profits. Puis on se retrouve dans des situations qui sont gagnant-gagnant. Intéressant. Contrairement à l'entrepreneuriat où on démarre au démarrage d'entreprise, le reprenariat a un taux de succès de 80% après 5 ans. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est reprise après 5 ans, 80% de probabilité qu'elle continue d'opérer puis de se développer. Ce chiffre-là monte à 87,5% lorsqu'il y a un accompagnement pendant la période de transition. Autrement dit, le risque est quand même assez minime que l'entreprise ne réussisse pas sa transition, diminue presque de moitié quand il y a un accompagnement là, de qualité qui est fait. J'aimerais vous entendre chacun un peu là-dessus avec vos perspectives de l'importance d'un bon accompagnement professionnel de haute qualité dans le processus de transition. C'est intéressant parce qu'on c'est en comparaison avec les compagnies en démarrage. Puis Michael et moi, on était sur le même conseil d'administration d'un incubateur de start-up. Donc, on est très familier avec le démarrage des entreprises, puis on est pour le démarrage d'entreprise. Mais les statistiques sont favorables à reprendre l'entreprise qui est déjà là, qui est déjà établie, qui a déjà des employés. Donc, démarrer, c'est toujours plus risqué. L'entreprise en place, ben, ça a sa valeur. Qu'elle a comme valeur, ben, elle a déjà des clients, elle a déjà des fournisseurs, elle a déjà un comptable qui était attitré. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont déjà mises en place que tu as juste à reprendre. Donc, il y a un grand avantage, des grands avantages à faire ce move-là versus démarrer de zéro. Pour l'avoir fait quelques fois, avoir supporté d'autres entreprises, entrepreneurs à le faire, c'est pas facile de redémarrer. C'est un autre type de personnalité pour le faire. Puis un autre type d'étape, comme on voit souvent, c'est que ceux qui démarrent les entreprises, puis après ça, ils vont laisser la balle à quelqu'un d'autre pour la suite. Ben, un repreneur de qualité aussi a sa personnalité. Je la définirai pas là parce que je la sais pas encore, mais ce qu'on peut savoir, par exemple, c'est qu'il y a un potentiel énorme d'entreprises qui vont rester après 5 ans, comme tu as dit avec la statistique. Très, très bien. Donc, toutes les valeurs de l'ensemble, c'est que tous les blocs légaux que tu dois bâtir en démarrage sont déjà ensemble, sont déjà là. Puis, si je prends mon chapeau d'optimiseur numérique, mais si en plus tu optimises les choses pour que ça consolide et que tu sois moins dépendant de certaines choses, comme avoir un dédoublement de certains fournisseurs,
augmenter l'expérience client, t'assurer que les employés sont bien formés, bâtir une base de connaissances à l'interne aussi, documenter tes choses de façon facile, tout ça grâce à l'optimisation, le processus, la transformation numérique et l'IA, ben, tu peux vraiment avoir une entreprise qui est vraiment prête à vendre avec une grande valeur pour attirer peu importe qui au niveau reprenariat, parce que les défis vont être amoindris. Donc, naturellement, si les risques sont plus bas, la valeur est augmentée, quelqu'un va payer pour ça. Quelqu'un va avoir une valeur à ça, parce qu'il veut pas démarrer l'entreprise, mais il va avoir de quoi qui est déjà établi. Puis, il y en a des belles compagnies au Québec. Là, 98% des entreprises québécoises sont des PME. Puis, il y en a plusieurs là, à succès. Là, puis, je pense que la moyenne, selon les statistiques, c'est dans le 4 millions de revenus. Donc, il y a de quoi faire. Si tu réussis à optimiser ça, puis à replacer les livres, comme on dit, de pouvoir baisser les dépenses, augmenter les revenus, puis aller avec l'intangible, ben là, on a des belles valeurs, des belles entreprises à transférer. Hein. Tout à fait. Très intéressant. Michael, peut-être comme dernière intervention, une petite réaction ou un complément à ce que Steve nous avance? Non, si on revient à la question, quand on demande est-ce que l'accompagnement a un impact sur le reprenariat, ma réponse est extrêmement claire. Ça va faire en sorte de réussir ou d'échouer. L'accompagnement, comme beaucoup d'aspects de l'entrepreneuriat, est lié aux gens avec lesquels on s'entoure. L'entrepreneur, c'est celui qui, le chef d'orchestre. Si c'est pas s'entourer, les chances de succès sont extrêmement difficiles. Pour un repreneur étranger, c'est encore plus vrai. Donc, d'avoir le bon support quand on fait un reprenariat va faire en sorte qu'on réussisse ce reprenariat-là ou qu'on échoue. C'est aussi simple que ça. Merci, Michael. Merci, Steve. Donc, pour terminer, on retient évidemment que le monde de l'entrepreneuriat, des PME au Québec est en évolution de façon assez importante, que le reprenariat est un élément nécessaire pour faire en sorte qu'on garde les PME qui sont déjà implantées, qui sont efficaces, qui fonctionnent, qui contribuent à l'économie. Et puis, il y a plusieurs façons qu'on verra dans les prochains épisodes, à savoir comment on peut optimiser les transitions, s'assurer qu'elles fonctionnent bien et surtout s'assurer qu'il y ait des repreneurs qui soient en mesure de reprendre les entreprises, assurer la pérennité, la perpétuité et puis la contribution économique pour la province et même pour le pays. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci Steve. Merci Michael.